Bonsoir à tous, bonsoir chère communauté de talents. Bienvenue à ce premier webinaire carrière by NovoJob de 2021. C'est un réel plaisir pour moi d'être avec vous ce soir. Je suis Marie Chirézebi, directeur régional de NovoJob Côte d'Ivoire, et ce soir, je serai avec notre invité qui est là, Monsieur Fulbert Beyi Togba. Bonsoir, Monsieur Beyi. Bonsoir, cher frère Maurice. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent, à tous les participants. Heureux également d'être avec vous pour participer à ce webinaire. Super, super. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Beyi, d'avoir accepté notre invitation. Alors, chère communauté, c'est la première fois que nous nous voyons. Mais nous ne pouvons commencer sans vous souhaiter une excellente année, une bonne et heureuse année 2021. Que 2021 soit l'année de votre réussite, l'année de votre succès. Et nous, NovoJob, en tant que votre partenaire carrière, nous voulons tout faire pour vous accompagner à la réussite. Et c'est une des raisons pour lesquelles nous avons initié ces webinaires carrière où nous allons faire venir tous les mois, les derniers jeudis du mois, des entrepreneurs, des managers, des DRH pour vous inspirer la réussite, pour vous donner des conseils afin de pouvoir avancer dans votre carrière. Alors, Monsieur Beyi, je vais vous donner l'occasion aussi de souhaiter vos vœux avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet. Alors, je voulais également effectivement profiter de cette opportunité pour souhaiter la meilleure année possible à tous ceux qui nous suivent. Nous avons connu une année 2019 assez difficile, dont nous poursuivons les relents en 2000, nous avons poursuivi les relents en 2020, et qui se poursuivent en 2021. Et donc, je voulais souhaiter à chacun le meilleur, mais surtout que nous ayons tous la santé, cette santé-là qui va nous permettre d'être au firmament de toute notre énergie pour pouvoir développer des réussites et aussi souhaiter la paix à tout le monde, la paix dans le pays, mais aussi la paix intérieure et la paix dans les différents foyers. Voilà. Super, merci beaucoup, Monsieur Beyi. Donc, chère communauté de talents, vous avez les meilleurs vœux de Monsieur Beyi, avec lequel nous allons passer cette heure à échanger. Vous avez le chat, donc vous pouvez, au fur et à mesure que l'entretien va se dérouler, vous pourriez laisser vos questions si vous avez besoin de savoir quelque chose et on va revenir sur ces questions. Mais avant, il y a un sondage qui est ouvert et vous le voyez à votre écran. Combien de fois avez-vous participé à des webinaires carrière de NovoJob? Combien de fois avez-vous participé à des webinaires carrière de NovoJob? Première participation, 1 à 2 fois. On en a fait 15 l'année 2020 ou bien plus de 3 fois. Voilà, donc nous avons là les premières tendances. 50%, ce sont des habitués. Ils ont participé à plus de 3 fois. Première participation, 42% des répondants et 1 à 2 fois 7%. Donc, au fur et à mesure, le sondage sera toujours ouvert et au fur et à mesure que les autres nous rejoindront, vous pourriez répondre à ce sondage. Et même si vous écoutez ce webinaire en replay, le sondage aussi sera disponible. Vous pourriez répondre et interagir. Alors, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup à apprendre avec Monsieur Beyi. Et juste avant de commencer, j'aimerais vous présenter en fait un tout petit peu notre invité. Voilà, diplômé de l'Université de Caen, Basse-Normandie en France, de l'école Pigier Côte d'Ivoire et de l'Université nationale de Côte d'Ivoire, Monsieur Beyi Togba, Super RH 2019, est fort de 23 années d'une expérience professionnelle variée et diversifiée, aussi bien dans l'ensemble des variables RH, le management de la communication, que le management des hommes et des projets. Sa capacité à piloter les changements organisationnels en fédérant les parties prenantes autour d'un objectif commun a été particulièrement éprouvée lors de la conduite opérationnelle de 2 projets structurants à forte valeur ajoutée, lancés par le groupe Eranov à travers sa filiale CIE, notamment Démarche Compétences et Campus Pôle Excellence, dont la finalité est de mettre à disposition du secteur électrique une haute qualité de ressources humaines dans un contexte où la baisse de la qualité de la formation académique en Côte d'Ivoire s'est faite sentir. À cette biographie très, très impressionnante, je peux ajouter aussi, depuis très récemment, auteur, parce qu'il vient de sortir un livre, Mise en œuvre de la GPEC,
une voix africaine et nous aurons l'occasion d'en parler au cours de cet entretien. Alors, ainsi présenté, Monsieur Beyi, pouvez-vous nous parler de votre parcours professionnel et qu'est-ce que nous devrions savoir en plus de ce que je viens de lire? Alors, merci Marius. Effectivement, ce qui a été présenté me concerne, et donc ça décrit bien qui je suis. Et donc, dans mon parcours professionnel, j'ai commencé mon activité professionnelle par la communication. Donc, vous voyez bien que je suis diplômé à la fois en RH et en communication. Donc, master en communication, master en RH. J'ai commencé ma carrière par la communication. Alors, la communication, où j'ai mené un certain nombre d'activités. Mais une des expériences que j'ai vécues dans la com, c'était au moment de la crise de 2002, où du jour au lendemain, le premier responsable de la structure dans laquelle j'étais, compte tenu du contexte dans lequel on était obligé de quitter le pays. Donc, du jour au lendemain, je me retrouve projeté devant la direction de la structure. Voilà, je n'y étais pas vraiment préparé. J'y suis allé. Donc, première expérience professionnelle assez forte. Et puis ensuite, j'ai été l'assistant du directeur général d'une de nos filiales, donc un GIE dans lequel j'étais. Donc, j'ai travaillé étroitement avec le directeur général sur 2 années. Donc, ce qui m'a permis effectivement d'être au cœur de la stratégie de l'entreprise que je côtoyais déjà à la com. Mais là, je suis avec le directeur général du GIE, donc au quotidien. Donc, ça m'a permis de comprendre toute la stratégie business et derrière de comprendre les enjeux, de l'entreprise. Après, je suis allé au RH. Donc, au RH, où je suis arrivé au département gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, comme sous-directeur projet GRH. Et ensuite, directeur adjoint chargé de l'audit social et de la formation. Après cela, je suis revenu au sein de la CIE, et donc comme directeur adjoint des ressources humaines, donc dans un contexte où la fonction RH entre en pleine transformation. Et c'est là où on me confie la gestion du projet démarche compétences et que je vais combiner plus tard avec la gestion d'un autre projet, Campus Pôle d'Excellence, dans un contexte de forte tension sur le marché de l'emploi pour ce qui concerne les métiers de l'électricité. Et donc, il fallait développer une solution interne assez originale. C'est d'ailleurs ce qui fait l'objet du livre que notre ami Maris a présenté tout à l'heure. Et donc, après cette expérience que j'ai menée sur 2 années, je suis passé directeur développement des ressources humaines, où j'ai conduit effectivement l'implémentation de cette démarche compétence avec en prime la mise en place d'un certain nombre d'outils GPEC pour pouvoir dynamiser la fonction RH. Et fort de cela, j'ai été nommé depuis le 11 octobre 2019 directeur central des ressources humaines avec à l'intérieur de cette direction centrale une direction développement des ressources humaines, donc celle que j'occupais auparavant, une direction administration des ressources humaines, une direction de la médecine du travail et une direction de la communication interne. Et donc aujourd'hui, en direct, je travaille avec 4 directeurs avec qui je travaille au quotidien et de qui je m'inspire et de qui j'apprends également. Et donc, dans une équipe cohérente qui nous permet effectivement d'aller de l'avant. Et donc, nous avons mis en place notre stratégie RH que nous sommes aujourd'hui en train de développer. Donc, à cette biographie, voilà ce que je veux ajouter comme parcours et concernant. Super. Alors, ça nous permet de comprendre un peu mieux votre parcours et de voir que vous avez gravi les échelons. Vraiment, je suis impressionné de voir. Vous êtes passé de la communication, ensuite vous êtes venu dans les RH, ensuite vous avez évolué dans le développement, ensuite. Déjà, on voit que vous avez gravi les échelons petit à petit et justement,
quel conseil vous pouvez donner aujourd'hui à la jeune génération, si vous-même vous regardez votre parcours avec un peu de recul, qu'est-ce que ça vous inspire et qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil? Alors déjà, ce qu'il faut voir, c'est que la communication n'est pas antinomique avec la gestion des ressources humaines. D'ailleurs, dans le master RH, il y a tout un volet, un certain nombre d'heures de formation importantes sur la communication, parce que la communication et le RH, c'est vraiment le socle de la relation entre les hommes. Or, ces deux composantes se retrouvent bien dans le management parce que manager, c'est faire l'expérience des hommes. Au fait, l'expérience des hommes, c'est la relation. Pour bâtir une relation, il faut communiquer. Voilà. Donc, il n'y a pas d'antinomie. Justement, ce parcours, il m'a enrichi. Il m'a enrichi de façon à ce que aujourd'hui, je puisse être en mesure de conduire la mission qui m'a été confiée, qui est une mission assez importante au moment où notre entreprise entre dans une dynamique de transformation. Et donc, c'est un parcours effectivement qui m'a énormément enrichi. Alors, pour les jeunes, ce qu'il faut d'abord comprendre, c'est de dire il faut combattre justement et lutter fortement contre cette croyance selon laquelle nous ne serions que destinés à un seul type de poste ou à un seul type de métier. Ça, ce n'est pas possible. Il faut lutter contre cela. À partir de cet instant-là, on est disposé. Mais en plus, il faut être curieux. Il faut être curieux. Moi, il n'y a pas de mois où je ne lis pas. Voilà. Il n'y a pas de mois où je ne lis pas. En décembre, j'ai lu 3 livres. Un livre écrit par un Ivoirien sur le foncier rural. Donc, il parle du foncier. Voilà, il est là, ce livre de M. Zalo Léon Désiré. C'est un Ivoirien qui parle de la sécurisation des terres rurales en Côte d'Ivoire. Mais, a priori, on peut se demander, mais pourquoi il y a un tel livre? Qui n'a rien à voir avec le RH. Voilà, j'ai besoin de savoir. Exactement. J'ai besoin de comprendre. Voilà, parce que j'ai vécu en Côte d'Ivoire. Et j'ai besoin de comprendre comment, justement, l'État a légiféré sur la gestion des terres et comment est-ce que moi, je peux en tirer profit. Donc, j'ai lu un autre livre que je suis en train de lire, je n'ai pas terminé celui-là. Ce sont Une terre promise de Barack Obama. Et donc, c'est un livre qui fait à peu près 835 pages. Je suis en train de lire. Sorti juste il y a quelques mois, je crois. Exactement. Un autre livre que j'ai découvert, que j'ai lu, écrit par le pape François sur la COVID que nous vivons, il a dit « Un temps pour changer ». Donc, c'est dire quoi? Il faut aiguiser sa curiosité. Il faut aiguiser sa curiosité, il ne faut pas se cantonner dans un carcan. Parce que si vous êtes cantonné dans un carcan, il sera difficile d'affronter le marché du travail. Exact. Voilà, il sera difficile d'affronter le marché du travail. Donc, ça, bon, on va l'aborder tout à l'heure. Donc, voilà ce que je peux dire d'ores et déjà. Non, mais c'est très intéressant. Vous voyez déjà, chère communauté de talents, le conseil que M. Beyi déjà nous donne, la curiosité. Et la lecture nous ouvre, parce que vous avez vu les livres qu'il a cités, ça part du foncier, ensuite la religion, ensuite la politique avec Barack Obama et tout ça. Donc, c'est des domaines assez divers, mais c'est pour ouvrir l'esprit. Et je crois et je rejoins M. Beyi quand il dit qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde, surtout au XXIe siècle, où on ne peut pas rester cantonné dans son domaine, dans son métier, parce que justement, dans notre carrière, on sera peut-être amené même à changer. Il y a une étude qui a dit que la génération à venir changera peut-être au moins 5-7 métiers, parce que les circonstances et l'environnement économique fera qu'on sera obligé au cours de notre carrière à faire des reconversions. Et comment préparer tout ça? C'est vraiment par la lecture, c'est vraiment par la curiosité. Et ça, c'est vraiment super important. Alors, justement, on met les pieds dans la deuxième question que j'ai envie de vous poser, Monsieur Beyi. Vous avez déjà parlé de curiosité, de lecture, d'envie d'apprendre. C'est ce qui doit animer des chercheurs d'emploi. Mais quel autre conseil pratique vous pouvez donner aux chercheurs d'emploi? Ils sont nombreux aujourd'hui. Ils sentent qu'il n'y a pas d'opportunité sur le marché de l'emploi. C'est une réalité, l'emploi est rare.
Ça, on ne peut pas le nier. Mais qu'est-ce que vous pouvez conseiller à notre communauté pour qu'ils puissent sortir du lot? Alors, ça, on va rester un peu longtemps sur cette question parce que je pense que c'est le cœur de nos échanges. C'est ça. Mais déjà, il faut savoir que l'emploi n'est pas rare. L'emploi existe. OK. Et je vais vous le démontrer tout à l'heure. Super. Alors, déjà, il faut que les chercheurs d'emploi comprennent que une entreprise ou que ce soit une entreprise privée ou une entreprise publique, hein, elle a des objectifs bien précis, elle a une mission. Et c'est cette mission-là qu'elle va dérouler. Pour dérouler cette mission, l'entreprise a besoin des hommes. C'est d'ailleurs les moyens les plus importants. Hein. Le moyen le plus important, je pense que ce sont les hommes. D'ailleurs, Henry Ford disait que les deux choses les plus importantes n'apparaissent pas au bilan de l'entreprise. Effectivement, vous ne les verrez pas. C'est la réputation et les hommes. Et c'est le jour où l'entreprise a une mauvaise réputation qu'elle voit qu'elle paye sa cash. On a vu des cas ici. Voilà. Alors donc, c'est un marché. Et ce marché, il n'est pas différent du marché qu'on connaît tous les jours. Parce que sur un marché traditionnel, il y a l'offre et la demande. Donc, c'est là ce qu'on a appris à l'école, au lycée, où c'était ça. Et que le marché est organisé et sur le marché se rencontrent des gens qui offrent un produit et il y en a qui viennent acheter. C'est exactement comme ça le marché de l'emploi. Sur le marché de l'emploi, il y a les entreprises qui viennent, des organisations qui sont à la recherche de compétences. Je dis bien de compétences. Et puis, il y a des chercheurs d'emploi qui viennent et qui offrent des compétences. Mais il faut que les compétences qui sont offertes par les chercheurs d'emploi soient en adéquation avec les besoins de l'organisation qui est sur le marché. Si cela n'est pas en adéquation, on dira que l'emploi est rare. OK. On dira que l'emploi est rare. C'est de là que vient la rareté de l'emploi en réalité. Exactement. Dès lors qu'il n'y a pas en adéquation. OK? Et bon, ça se voit aujourd'hui. Hein, je veux dire, aujourd'hui, si vous voulez un plombier professionnel ou un électricien bâtiment qui va travailler chez vous à la maison, vous n'en aurez pas. Parce que regardez ici combien d'écoles on a qui forment dans ces domaines-là. Il n'y en a pas tellement. Alors que pourtant, l'emploi là, il existe de plombiers ou de techniciens en bâtiment professionnels. Mais ceux qui agissent, ce sont des tâcherons. Donc, c'est dire que selon les domaines, il y a justement des emplois. Alors, sur ce marché-là, il y a de la concurrence. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul quand vous venez sur le marché de l'emploi. Donc, il y a d'autres personnes qui viennent justement présenter leurs compétences à l'entreprise. Donc, le chercheur d'emploi, il n'est pas seul. Alors, comme il n'est pas seul, il faut qu'il développe, en plus des compétences techniques qu'il veut mettre sur le marché, mais il faut qu'il développe une compétence qui est clé selon moi, c'est sa compétence à s'orienter. La compétence à s'orienter. Sa compétence à s'orienter. Super. Parce que j'arrive sur le marché, il y a des demandeurs. Donc, des demandeurs de compétences, il y a des offreurs de compétences. Je ne suis pas seul, mais comment je fais pour être visible? Exactement. Donc, c'est là où je dois développer une autre compétence, en plus de la compétence technique qui est ma compétence à m'orienter. Super. Voilà. Donc, cette compétence-là, elle est tout à fait importante. Et puis, sur le marché de l'emploi, il faut aussi savoir que nous sommes dans un contexte. Et ce contexte-là, je vous donne juste deux exemples. Vous prenez le lieu. Avant, quand vous signez votre contrat, vous allez vous asseoir dans un bureau pour travailler. Ce lieu-là, qui était fixe, ne l'est plus aujourd'hui. Avec ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire la question de la pandémie, la Covid, nous a permis de comprendre que le changement dont on parlait, il est là. Il est là. Voilà, il est là. Donc, nous sommes dans un environnement qui est à la fois volatile, qui est ambigu
et qui est incertain. Donc, le lieu qui était fixe, il ne l'est plus. Il devient un lieu mobile. Mobile. Voilà. Alors, s'il est mobile, ce à quoi ça va m'astreindre, c'est la responsabilisation. Donc, ça suppose que de ce côté-ci, il faut que j'arrive à développer une compétence qui est en rapport avec la responsabilisation. Parce que demain, on peut m'embaucher et me demander de travailler à partir de la maison. Mais si je travaille à partir de la maison, il y a des horaires à respecter, il y a un certain nombre de choses à faire, donc ça me rend responsable. Quelle est la compétence que je vais développer qui va être en rapport avec cette responsabilisation? Deuxième exemple, c'est le processus. Avant, le processus, il était étanche, voilà, il est formel, il est ceci. Mais aujourd'hui, manuel, tout ça. Voilà, aujourd'hui, il devient itératif. Dès que je commence une activité, je vais passer le relais à un autre, ainsi de suite, et on se retrouve à plusieurs dans un enjeu de collaboration. Donc, du coup, je dois développer une compétence qu'on appelle l'agilité. Alors, par ces deux exemples, j'arrive au cœur des compétences qui sont aujourd'hui cherchées par les recruteurs, les compétences qu'on appelle les soft skills, c'est-à-dire des compétences qui ne sont pas le cœur de métier. Parce que quand j'ai 2 techniciens en électricité à recruter, à compétences techniques égales, ce qui va faire la différence, ce sont ces compétences qui ne sont pas très lourdes dont je parle. Mais pourquoi? Parce que ces compétences-là vont aider le chercheur d'emploi à interagir avec son milieu dans un milieu agile, dans un milieu où on demande de la responsabilisation, dans un milieu où il doit être curieux. Et c'est par là que j'ai commencé. Donc, vous voyez, alors, les chercheurs d'emploi doivent aller au-delà des compétences techniques. Elles seules ne suffisent plus parce que les entreprises ont besoin d'avoir des gens qui sont capables de s'intégrer dans leur milieu et de pouvoir interagir avec d'autres. Mais si pendant longtemps, vous estimez que votre trait de personnalité fort, c'est de pouvoir travailler seul, mais vous ne pouvez pas agir dans un environnement où il faut travailler en collaboration. Ce ne sera pas Donc, évident. vous voyez, ce dont je parle, ça vient comme un plus pour le chercheur d'emploi. Et c'est ça. Et il faut que les chercheurs d'emploi développent cela. Autre chose, oui, s'il y a une question là-dessus. Non, allez-y, je voulais juste résumer un peu parce que vous avez dit tellement de choses intéressantes que au-delà de la spécificité technique du profil, il faudrait ajouter d'autres compétences. Ce sont des compétences douces comme le sens de l'orientation, le sens de la responsabilisation parce que on est appelé à recruter aujourd'hui des collaborateurs de plus en plus indépendants avec l'histoire du télétravail et en plus aussi l'agilité puisqu'on travaille en collaboration. Il faut avoir la capacité de pouvoir être agile, de pouvoir réagir par rapport aux circonstances assez rapidement, mais de pouvoir aussi collaborer. Et c'est tout ça aujourd'hui qui vont faire que un profil A sera préféré à un profil B. Voilà. C'est cela. Exactement. Donc, à partir de cet instant, si vous avez développé votre compétence à vous orienter, si vous avez fait l'inventaire de vos compétences douces, ce qui reste à faire, mais c'est de valoriser ces compétences. OK. Voilà. Donc, aujourd'hui, la technologie nous permet de valoriser nos compétences en ligne. Exactement. Alors, pour les valoriser, mais il faut suivre les pages des entreprises que vous visez. Les pages Facebook, les pages Twitter de ces entreprises-là, et s'intéresser à ce que ces entreprises font. Et si vous êtes à l'affût de ce que les entreprises font, vous pouvez identifier, par exemple, les projets que les entreprises veulent développer. Et par rapport à ces projets, vous pouvez mettre en avant vos compétences qui vont aller de pair avec ces projets. Okay. Voilà. Il y a un jour, il y a un Ivoirien qui m'a contacté depuis l'Europe de l'Est. Au moment où il me contacte sur LinkedIn, on avait un besoin dans son domaine. Donc, c'est tombé pile poil. Automatiquement, j'ai transféré son dossier à nos équipes de développement pour dire, ah, voilà une compétence qui pourrait nous intéresser.
Voilà. Donc, il faut être à l'affût. Voilà. Il faut aussi développer un réseau. Mais aujourd'hui, nous avons cette possibilité, nous avons cette capacité de développer un réseau. Mais parce que, au-delà de ce que on a des compétences on veut faire valoir, mais il y a aussi que quelqu'un peut vous, justement, proposer. Exactement. Voilà. Il y a aussi que votre réseau peut vous renvoyer des opportunités d'emploi. Il y a aussi que vous n'êtes pas fermé sur vous-même, donc vous êtes ouvert et donc vous vous donnez des chances d'accéder à un certain nombre d'informations. Mais aussi, il faut miser sur des candidatures spontanées. Mais là, non seulement il faut cibler les entreprises que vous souhaitez intégrer, mais au-delà, ne vous cantonnez pas que de cela, mais cherchez aussi à viser les entreprises qui ne reçoivent pas souvent beaucoup de candidatures spontanées. C'est le cas, par exemple, des PME et qui ont des besoins et pour lesquels, justement, voilà, tout le monde veut aller dans une grosse entreprise et tout, mais vous savez, vous pouvez commencer bas et puis monter. Donc, si vous êtes dans une petite et moyenne entreprise où vous arrivez à acquérir une expérience forte dont les entreprises, les grandes ont besoin, demain, vous pouvez faire prévaloir cela. Alors donc, voilà ce que je peux répondre à cette question qui, pour moi, nous situe au cœur de nos échanges de ce jour. Super. Alors là, on a eu beaucoup de secrets pratiques en technique de recherche d'emploi. Il faut avoir le sens de l'orientation. Il faut utiliser vraiment, je veux dire, de façon très efficiente les nouvelles technologies parce qu'aujourd'hui, je veux dire, il y a tellement de possibilités pour apprendre un peu mieux sur les organisations. Chacune des organisations a un site Internet. Chaque organisation a une page Facebook, a une page LinkedIn. Il y a aussi les acteurs comme nous qui sommes là, qui facilitons la mise en relation entre le marché des talents et le marché de l'emploi. Donc, il faut fréquenter tous ces sites et les utiliser et surtout développer son réseau personnel. Aujourd'hui, Monsieur Beyi a pris l'exemple de ce candidat qui l'a approché directement et qui a proposé sa compétence. Et cela tombait à un moment, je vais dire, clé, puisqu'ils étaient en recherche de cette compétence. Donc, il ne faut pas hésiter aussi à aller personnellement chercher des contacts pertinents, comme nous savons que nous sommes en recherche d'emploi. Mais il faut le faire avec la manière et il y a tout un art. Je pense qu'il y a toutes des formations qui sont faites en ce moment pour développer ses réseaux sociaux, justement son relationnel sur les réseaux sociaux. Donc, je rappelle, avant qu'on ne continue, que vous pouvez interagir, chère communauté, en laissant vos questions dans le chat. Si vous voulez savoir quelque chose, en lien bien sûr avec le sujet que nous sommes en train de débattre, écrivez la question dans le chat et dès que nous aurons un moment, nous allons revenir dessus et M. Beyi va répondre à la question. Alors, on va marquer une petite pause parce que la transition, je pense, est bien trouvée. On parle de tout ce qu'il faut faire pour permettre de trouver un emploi facilement. Et nous, NovoJob, comme vous le savez, nous sommes votre partenaire carrière et nous vous accompagnons justement dans cette dynamique de pouvoir être valorisé sur le marché de l'emploi. Alors, je vous propose de regarder cette courte vidéo qui va parler de comment est-ce que vous pouvez valoriser votre profil sur NovoJob. NovoJob, vous savez qu'il y a les entreprises qui déposent leur annonce, ils ont un compte, ces entreprises, elles ont un compte où elles reçoivent des candidatures, elles reçoivent énormément de candidatures. Qu'est-ce que vous pouvez faire sur votre profil NovoJob afin de vous distinguer du recruteur? Cette petite vidéo va vous l'expliquer tout de suite et on revient dans 1 minute. Voilà, à tout de suite.
Voilà, nous sommes de retour. Alors, vous aurez l'occasion durant toute cette année de revoir ces vidéos. Elles sont sur notre chaîne YouTube qui vous explique le processus sur NovoJob, comment est-ce qu'il faut valoriser, il faut remplir son CV, il faut mettre un titre à son CV pour frapper. Et je vous annonce en même temps une bonne nouvelle aussi. Vous aurez des sessions régulières d'ateliers de recherche d'emploi. Ateliers de recherche d'emploi qui sera animé par Madame Ginette Alatin, notre chargée de marketing, où elle va expliquer à la communauté des talents qu'est-ce qu'il faut faire pour valoriser sa candidature, qu'est-ce qu'il faut faire pour postuler sur NovoJob, pour permettre en fait au maximum de candidats d'avoir le maximum de chances vis-à-vis des opportunités qui sont postées tous les jours sur NovoJob. Alors, Monsieur Bey, je suis à vous. C'est vrai, on a parlé des chercheurs d'emploi, mais dans notre communauté, vous savez, on a à peu près 30% de gens qui ne sont pas en recherche active, qui sont en poste en ce moment et qui ont besoin aussi de pouvoir, je veux dire, gravir les échelons, de pouvoir savoir qu'est-ce qu'ils devraient faire pour être de meilleurs collaborateurs. Donc, voici la question. Quel conseil, vous, en tant que DRH, en tant que gestionnaire du capital humain, vous pouvez donner à notre communauté pour que ceux qui sont en entreprise soient de meilleurs collaborateurs? Alors, d'abord, il faut être curieux. Je l'ai dit tout à l'heure pour les chercheurs d'emploi, hein, disposer des compétences techniques, c'est important, mais ce n'est pas suffisant pour trouver un emploi. De la même manière, dans l'entreprise, effectivement, les compétences techniques, c'est important. Mais disposer d'un savoir-faire, c'est important. Mais faut-il le faire savoir? Vous disposez d'un savoir-faire, mais il faut le faire savoir. Voilà. C'est clair. Voilà. Il faut le faire savoir. Il faut le faire savoir par la pratique, mais il faut le faire savoir justement aussi par votre capacité à communiquer, à interagir avec les autres. C'est pour cela que justement en entreprise, aujourd'hui, il ne s'agit pas d'être dans son coin et penser que seul on peut faire bouger les choses. Ok. C'est pour cela que j'ai mis l'accent sur des soft skills de type agilité et autres, parce qu'on est dans un système qui est très collaboratif. Donc, votre capacité à sortir de votre sphère et de pouvoir apporter des solutions à celui avec qui vous travaillez est un atout. Est un atout. Vous êtes dans votre domaine et puis vous sortez de ce domaine-là et vous arrivez justement à apporter votre concours à celui qui est dans un autre domaine et qui a des difficultés à avancer. Mais à partir de cet instant, en fait. Voilà, exactement. À partir de cet instant, qu'est-ce que l'entreprise va faire? Mais il n'est pas encore dans ce poste-là, il le fait. Ouais. Pourquoi ne pas le mettre là-bas? Voilà. Donc, c'est cela. Et donc, le collaborateur, il doit être curieux. Et aujourd'hui, avec le développement de la technologie, il est clair que se former devient très facile. Exactement. Ça devient très facile, contrairement aux anciennes pratiques. Donc aujourd'hui, je peux faire un inventaire personnel sur moi-même et ça demande qu'on soit courageux, de savoir que j'ai des manques. Et ces manques-là, que j'arrive à trouver les moyens de les combler. Donc l'auto-formation, à partir de la curiosité, l'auto-formation devient un atout pour tout collaborateur aujourd'hui. Parce que si vous voulez attendre tout de l'entreprise, vous ne serez pas en mesure de sortir de votre sphère d'influence pour pouvoir influencer d'autres types de sphères. Or, si vous travaillez par vous-même et que vous arrivez à démontrer à l'entreprise que vous êtes capable d'agir dans le domaine pour lequel l'entreprise se casse la tête, ben forcément, vous allez pouvoir montrer ce dont vous avez été capable. Or, pour arriver à cela, il faut travailler dur et il faut travailler après l'entreprise. Il faut travailler après le travail. C'est cela qui manque très souvent
c'est cela qui manque très souvent. Parce qu'on a tendance à dormir sur nos lauriers, à ne pas se remettre en question. Or, il faut avoir le courage de se remettre en question. C'est pour cela qu'il ne faut pas avoir peur des stagiaires qui arrivent. Il ne faut pas avoir peur des nouveaux qui arrivent. Parce qu'au contact des uns et des autres, vous allez jauger votre capacité à interagir. Et vous verrez bien ce qui vous manque. Et celui qui arrive, il peut vous apporter des choses. Il peut vous apporter des choses. Alors, le monde où avant on pensait pouvoir détenir tout seul et avoir du pouvoir ne l'est plus aujourd'hui. Ouais. Moi, j'apprécie les enseignants aujourd'hui parce qu'un enseignant en classe, il peut être pris à défaut par un élève ou un étudiant, tout simplement. Ouais. Alors, moi, je l'ai vu à Yamoussoukro, on était à un séminaire sur la communication. Il y a un grand communicant de la place qui était en train de présenter quelque chose. Et puis, il était sûr que ce qu'il dit était vrai. Et dans la salle, il y a quelqu'un qui a levé la main pour lui dire, non, mais monsieur, ce que vous venez de dire là n'est pas vrai. Il dit, non, c'est pas possible. C'est pas possible, ce que je dis est vrai. Et la personne qui a levé la main entre sur son téléphone et puis prend la référence et lui dit devant tout le monde que voilà, c'est pourquoi je vous dis que c'est pas vrai. Il dit, ah oui, finalement, je pense que c'est mon assistante qui a mal, en préparant le support, a mal mis cette information. Donc, vous voyez. Exactement. Et les managers se retrouvent dans la même situation. Okay. Dans la même situation. Alors donc, c'est ce sur quoi je veux insister vraiment en entreprise, c'est justement cet esprit de curiosité. Et de cet esprit de remise en question systématique. Et ne pas croire que vous savez tout et que vous détenez tout. Il faut vous remettre en question continuellement. Et pour vous remettre en question continuellement, il faut affronter d'autres personnes, il faut croiser d'autres personnes, il faut vous challenger vous-même. Et ce n'est qu'à partir de là que vous verrez les manques. Et une fois que vous avez ces manques-là, il faut être courageux de savoir que j'ai des manques et que personnellement, je vais mettre en place un plan et je peux me faire appuyer par mon entreprise pour pouvoir aller de l'avant. Donc, voilà ce que je peux dire sur cet aspect des choses. Alors, on ne le dira pas assez, et M. Beyi ne fait que le répéter depuis le début de cet entretien. Les maîtres mots de ce soir, c'est curiosité, apprentissage, remise en question personnelle, vouloir faire bouger les lignes. Parce que tant qu'on est dans sa zone de confort, on ne peut pas avoir de résultats, en fait. L'idée, ce n'est pas de tenir simplement le poste, mais c'est de faire au-delà de ce que le poste nous demande. Ce n'est que comme ça que la promotion vient en réalité. Parce que si on reste dans son petit cocon, et qu'on ne va pas chercher ailleurs et qu'on ne va pas apporter des solutions alors que les problèmes sont là, je pense qu'on ne peut pas aisément évoluer. Et justement, M. Beyi, moi j'ai une question, parce que nous sommes dans un contexte culturel africain, et vous le savez bien, vous connaissez bien, parce que vous avez bossé dans des boîtes africaines, vous connaissez. Est-ce que c'est pas risqué? Parce que quand on veut aller s'intéresser, par exemple, à une autre fonction que la nôtre dans l'entreprise, est-ce qu'on risque pas d'avoir les mauvaises langues ou bien même des collègues qui sont réfractaires à toi, tu veux dire quoi? Est-ce que tu as fini de faire ton travail pour venir t'intéresser à moi, mon travail? vous voyez un peu de quoi je parle. Alors, comment est-ce que les gens doivent réagir face à ces réactions-là? Alors, c'est là où la dimension communication entre en ligne de compte, la communication interpersonnelle. Voilà, comment j'aborde l'autre, comment j'entre en communication avec lui. Parce qu'au fond, la communication interpersonnelle, finalement, c'est l'autre. Parce que c'est à cause de l'autre que je vais identifier la meilleure manière pour pouvoir entrer en relation avec lui. C'est à cause de l'autre que je vais adapter mon message. C'est à cause de l'autre. Donc, tout dépendra. Si mon approche renvoie à l'autre un message de type voilà quelqu'un qui vient il veut prendre ta place, automatiquement la personne se braque. Voilà. Mais si c'est dans la logique où je veux partager avec toi, je veux apprendre ce que tu fais, je veux comprendre cela pour que ensemble nous puissions interagir et faire avancer notre process, à partir de cet instant,
vous pouvez avoir de l'écoute. Donc, tout est dans l'approche. Tout est dans votre capacité à entrer en relation avec les autres. C'est pour cela que la communication devient aussi une compétence clé aujourd'hui, que ce soit sur le marché externe de l'emploi pour les nouveaux qui arrivent, que ce soit sur le marché interne. Donc, ça fait partie justement des soft skills qui sont justement demandés. Votre capacité à interagir avec les autres. Voilà. Donc, voilà ce que je peux dire là-dessus. C'est vraiment tout est dans l'approche. Tout est dans l'approche. Tout est dans l'approche. Et justement, pour avoir de belles approches et pour pouvoir vraiment être utile à tout le monde, il faut travailler sa communication interpersonnelle qui est un soft skills très important et qui va vous permettre vraiment d'être épanoui dans votre environnement et d'avoir des résultats dans le relationnel. Ça, c'est super important. Alors, vous avez, chers participants, aussi à l'écran qui s'affiche, la possibilité de vous inscrire sur notre channel Telegram. Voilà, on a ouvert le channel Telegram. Il y a à peu près plus de 900 personnes déjà sur ce channel qui bénéficient régulièrement de nos conseils, de nos tips, de tout ce qui peut vous aider en fait pour votre réussite. Donc, rejoignez aussi ces utilisateurs premium de NovoJob en cliquant sur ce qui s'affiche à l'écran pour pouvoir être dans pour pouvoir vous abonner à votre channel Telegram. Alors, Monsieur Beyi, avant-dernière question, et je sais que on va pas tarder sur cette question parce que elle sera rapide à répondre. Aujourd'hui, je suis sûr que notre communauté, il y a beaucoup qui veulent intégrer la CIE. Vous, votre organisation, en tant que directeur central des RH de la CIE, quels sont les métiers et les compétences les plus prisées que vous recherchez en ce moment? Là, comme ça, toute cette communauté de talents qui nous entend, s'ils veulent postuler à la CIE, ils devront se préparer en conséquence. Alors, d'abord, nous sommes dans un domaine de l'électricité qui est très complexe. Voilà, on a des domaines d'activité stratégiques tels que la production de l'électricité, le transport d'énergie. Donc, quand on a produit, il faut pouvoir transporter. Après, vous avez toute la partie distribution technique. C'est-à-dire, aujourd'hui, comment faire pour que vous ayez l'électricité à la maison. Quand vous avez une panne, il faut une équipe de dépannage qui intervienne. Et puis, vous avez toute la partie commerciale. Donc, à partir de cet instant, vous voyez déjà que notre cœur de métier, c'est bien l'électricité. Et donc, dans ce domaine-là, nous avons des besoins. Des besoins en ingénieurs électromécaniques, ingénieurs électrotechniques, ingénieurs génie électrique. Nous avons des besoins en techniciens supérieurs, électrotechniques 100 ans. Et puis, on a aussi un peu de génie civil sur les barrages. Là également, on a des besoins. À côté de cela, vous avez toute la partie commerciale qui évolue aujourd'hui. Et comme nous sommes dans une entreprise qui est en transformation en s'appuyant sur le digital, donc tous les métiers liés au digital peuvent nous intéresser aujourd'hui. Voilà. Et nous avons une grosse structure, un pôle SI qui comprend à la fois toute l'architecture, tout le réseau, et puis même aujourd'hui la stratégie et la transformation digitale et autres. Voilà. Et puis, bien entendu, comme je l'ai dit, tous les métiers liés au digital sont prisés, que ce soit de la com digitale, que ce soit du marketing digital, que ce soit au niveau technique. Donc, c'est vraiment des domaines dans lesquels nous recherchons souvent des compétences. Mais, comme je l'ai dit, la compétence technique seule ne suffit pas. Elle seule ne suffit pas. Nous sommes dans un environnement où il y a une culture assez forte à l'intérieur de notre entreprise. Nous recherchons des personnes qui sont capables d'épouser nos valeurs et qui sont à même d'interagir avec. On ne peut pas prendre quelqu'un parce qu'il est hyper compétent techniquement, mais il va venir déstructurer notre corpus culturel. Ça, on ne pourra pas l'accepter. Voilà. Donc, au-delà des compétences techniques dont j'ai parlé, il faut que derrière, tous ceux qui veulent rejoindre la CIE puissent développer des soft skills qui sont capables effectivement de créer de la transversalité et qui sont capables de leur permettre de s'adapter à notre environnement de travail qui est un environnement très corsé parce que très stressant sur les métiers de l'électricité. Quand vous êtes chez vous à la maison, vous appuyez un interrupteur,
vous Il n'y a avez pas le besoin temps, moi, je pense d'électricité à tout M. de suite. Pays, hein. Voilà. Dès que vous avez une petite panne à la maison, c'est le branle-bas et C'est clair. ça demande effectivement une manière d'être. Ça C'est demande clair. une manière d'être. Donc, voilà ce que je peux ajouter par rapport à cette question. D'accord. Super, merci beaucoup d'avoir partagé ça avec notre communauté. Donc, chers talents, si vous voulez postuler à la CUE, vous savez ce que vous avez à faire pour améliorer votre profil. Les compétences techniques, oui, mais les soft skills, parce qu'il faut venir, je l'ai dit, se greffer à une organisation qui a une culture forte. Il faut comprendre l'ADN culturel de la CUE et c'est ainsi que vous pourriez être un potentiel, vous pourriez montrer votre potentiel et avoir des chances d'être recruté dans cette prestigieuse organisation. Alors, Monsieur Bey, le temps va tellement vite. On est en train de faire notre pied à terre. Voilà, on va aborder la dernière question et ça sera l'occasion en fait de parler de votre bouquin. J'ai envie de vous demander, mais quelle est votre vision personnelle de la gestion du capital du capital humain au sein des organisations africaines? Et là, juste pour vous titiller un tout petit peu, quand j'ai lu le titre, mise en œuvre de la GPEC, une voie avec, en parenthèse, une croix africaine. Est-ce que vous n'êtes pas en train de dire que la GPEC est une croix africaine? Ah, alors je n'avais pas encore eu cette interprétation et justement, ben, c'est assez intéressant. Je n'avais pas encore eu cette interprétation. Alors, ce n'est pas une croix, c'est pas une croix. Ce que j'ai voulu montrer ici, c'est que on a une voie africaine que nous avons expérimentée, qui est la voie avec E à la fin, donc un chemin, mais aussi une voie qui est la voie qui va porter de l'Afrique dans le concert justement des nations. Parce que la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, c'est pas notre création. Nous l'avons découvert. C'est un dispositif qui a été mis en place en France, mais dont nous voyons les bénéfices, dont nous voyons justement les gains. Donc, à partir de cet instant, la question était de savoir est-ce que nous devons l'appliquer stricto sensu. Notre réponse a été non, parce que on a vu que c'était pas vraiment possible. Donc, si ce n'est pas possible et que nous voyons ce que la GPEC est à même de nous apporter, alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut une GPEC dynamique, il faut une GPEC adaptée, il faut une GPEC qui soit alimentée par notre vision d'Africain. Donc, d'où la voie africaine. D'où la voie africaine. Alors, une entreprise, pour qu'elle soit, il faut qu'il y ait de l'innovation et des compétences. Si l'entreprise n'a pas ces deux éléments clés, elle ne peut pas durer. Parce que si vous ne vous renouvelez pas en termes d'innovation, ben, vous allez disparaître. Mais en même temps, si vous n'avez pas les compétences aussi qu'il faut, vous allez disparaître. Donc, la question de la compétence, elle est au cœur de la gestion des entreprises. À partir de cet instant, les directions des ressources humaines devraient, à mon avis, se nourrir d'autres types de compétences. Moi, je ne serais pas surpris que demain, il y ait un ingénieur assis à ma place. Pas un ingénieur en RH, puisque je le suis, mais un ingénieur en électricité, mais qui vient faire de la RH. Donc, il y a une expérience de terrain et qui vient ici et qui va piloter le capital humain. Aussi, les gestionnaires des RH devront comprendre l'entreprise, devront comprendre le business, parce qu'une entreprise, elle se crée pour gagner de l'argent. C'est rien d'autre que ça. C'est pour cela que l'entreprise existe. Une entreprise qui ne gagne pas de l'argent, mais forcément, elle va disparaître, puisque comment elle fait pour vivre? Donc, si elle doit gagner de l'argent, mais la question, mais est-ce que l'entreprise doit gagner de l'argent à tous les prix? Est-ce qu'elle doit gagner de l'argent en piétinant le droit de ceux qui sont dans le système productif? La réponse est non. Est-ce que l'entreprise doit gagner de l'argent en piétinant les droits de ses clients? Non. Est-ce que l'entreprise doit gagner de l'argent en détruisant l'environnement? Non. À partir de cet instant-là, les gestionnaires du capital humain doivent venir au cœur du business et aider l'entreprise à structurer sa stratégie
de façon à ce que cette stratégie soit en cohérence avec l'environnement et les besoins des parties prenantes. Dès lors, la fonction RH, elle est à même de créer de la valeur. La valeur dans la mesure où elle interagit avec le business, avec la stratégie business de l'entreprise. Le capital humain, sa gestion du capital humain devient donc une gestion du capital humain qui est au service de l'environnement de l'entreprise. Donc, à partir de cet instant, les gestionnaires des ressources humaines, tout ce qu'ils ont à faire, c'est de piloter. C'est de piloter. J'ai un environnement. L'environnement a besoin à l'entreprise, a besoin que l'entreprise interagisse avec lui. Mais pour interagir avec cet environnement, voilà le type de compétences qu'il me faut. Donc, à partir de cet instant, je vais les chercher sur le marché de l'emploi. Quand j'y vais, je sais de quoi je parle. Alors, donc, la notion de compétence, c'est justement pour ça que j'ai misé là-dessus dans le bouquin que j'ai écrit. La notion de compétence, elle est au cœur des enjeux de l'entreprise. Vous ne pouvez pas vous développer si vous n'avez pas les compétences. Or, les compétences, mais elles vivent et elles meurent. Elles peuvent disparaître, tout comme elles peuvent devenir obsolètes du jour au lendemain. Prenez un acheteur. Quelqu'un qui est aux achats, on lui dit une des compétences qu'il devait développer, c'est de sa capacité à identifier les fournisseurs. Donc, c'est une compétence qu'il devait développer. Il a développé cette compétence et il se trouve que l'entreprise vient d'acquérir un logiciel qui, lui, dans ses fonctionnalités, identifie automatiquement les fournisseurs. Donc, à partir de cet instant, cette compétence-là que je détiens en tant qu'acheteur devient obsolète. Il y a une nouvelle compétence que je dois acquérir, c'est la maîtrise de cet outil. Donc, vous voyez comment on évolue. Alors donc, ma vision des RH, c'est bien celle-là, celle qui est capable d'identifier les compétences dont l'entreprise a besoin, parce qu'elles sont au cœur de l'entreprise, celle qui est capable de pouvoir les développer, les maintenir, les renouveler, mais chaque fois que les besoins de l'entreprise l'imposent, chaque fois que l'environnement l'impose. Tout à l'heure, d'entrée, tu as dit à juste titre qu'il y a un certain nombre de jeunes qui, demain, seront capables de changer les emplois aussi facilement. Mais aujourd'hui, les études nous disent que d'ici le 2030, 85% des emplois qui vont exister, 85% des compétences dont on aura besoin ne sont même pas encore disponibles. D'où la nécessité de développer de la curiosité. Et nous qui sommes là, nous sommes aussi des parents, nous sommes des mamans, des papas, d'élèves. Il faut que nous orientons nos enfants. Et c'est pour ça que je disais d'entrée que le marché de l'emploi, il regorge de besoins. Mais sauf que la difficulté, c'est qu'il y a des compétences qui ne sont pas en adéquation avec les besoins. Alors, si vous orientez aujourd'hui votre enfant ou vous le laissez s'orienter dans un métier qui, dans 2 ans, ne va plus exister, mais vous êtes allé avoir sous la main un enfant qui va avoir le bac et qui, après avoir été heureux d'avoir le bac, on l'a célébré, les 2-3 années qui suivent, il devient chômeur impénitent. Donc, il nous faut anticiper. Autant les gestionnaires des ressources humaines doivent anticiper pour pouvoir permettre aux collaborateurs de se développer, parce que demain, les collaborateurs seront en mesure de dire, monsieur le directeur des ressources humaines, vous le saviez et vous m'avez laissé me scléroser. Donc, si je n'ai pas ma capacité à être employable sur le marché interne de l'emploi, c'est votre responsabilité. En le disant, il n'aura pas eu tort. Mais de la même manière, nos enfants seront en mesure de nous dire demain, mais papa, tu savais que ce que je suis en train de faire là n'allait pas me donner du travail et tu m'as laissé y aller. Voilà. Donc, voilà ma vision des RH et c'est cette vision-là qui est plus ou moins développée aussi à travers le livre que nous avons sous la main. D'accord, ben super. En tout cas, c'est un livre vraiment qui est conseillé à tout le monde, hein, manager, RH, même, je veux dire, collaborateur simple, parce qu'il faut pouvoir se projeter. Monsieur Beyi le disait tout à l'heure, il faudrait que vous puissiez comprendre l'ADN des organisations, parce que si on ne sait pas vers où l'organisation tend et ce que l'organisation recherche, on ne peut pas être proactif et on ne peut pas se montrer utile.
On ne peut pas faire savoir qu'on a une certaine compétence, on ne peut pas être valorisé, on ne pourra pas progresser au sein de cette organisation. Et s'il y a une lecture que nous devons avoir pour vraiment, je vais dire, améliorer notre culture du capital humain, en tout cas, c'est je vais dire, cet ouvrage qui est paru aux éditions Mémoires de manager. C'est votre premier ouvrage, n'est-ce pas? Exactement. Exactement. Ce qu'il faut ajouter, c'est que le livre, il ne s'adresse pas qu'aux gestionnaires des RH, hein, parce que là-dedans, vous verrez que tout à l'heure, quand je présentais mon parcours, sinon quand vous l'avez présenté, vous l'avez dit, j'ai piloté opérationnellement deux projets dont la composante clé, ce sont les compétences. Exactement. Voilà. Donc, en tant que DRH adjoint, je pilotais deux projets. Donc, ce que ça permet d'apprendre, c'est la gestion des projets qui ne s'adresse pas qu'aux gestionnaires des ressources humaines. Mais il y a aussi toute la dimension communication dont j'ai parlé tout à l'heure, mais le management du changement. Comment les parties prenantes qui ont travaillé avec moi sur le projet, comment ces parties prenantes sont devenues des acteurs de la communication, des outils, de la communication sur les outils que nous avons préparés. Comment ceux-là arrivent à convaincre dans les structures où ils sont, à convaincre de la nécessité de mettre en œuvre ces outils. Donc, là aussi, ça rentre. Donc, globalement, c'est un livre qui permet justement d'appréhender les questions de management globalement, mais tout en ayant des dimensions RH, des dimensions gestion de projet, des dimensions communication, des dimensions management du changement. C'est d'ailleurs ce que le professeur Peretti a repris de fort belle manière dans la préface qu'il a faite. Le professeur Peretti, il est professeur à l'ESSEC de Paris. C'est une des sommités des RH au niveau mondial. Il enseigne à l'ESSEC de Paris et il est l'auteur du dictionnaire des ressources humaines. Vous connaissez le dictionnaire des ressources humaines, c'est lui, effectivement, qui l'a élaboré. Super, exactement. Donc, focus vraiment compétence avec tous les autres éléments que vous avez dit et surtout préfacé par le professeur Jean-Marie Peretti, qui fait autorité en matière de RH que tout le monde connaît. Donc, très bon bouquin à prendre et à lire qu'on peut trouver à la librairie de France, sans faire de publicité. Et c'est important de lire ces genres d'ouvrages pratiques qui nous plongent dans le monde de l'entreprise, surtout dans un contexte africain. Et ce qui est valable aussi pour la Côte d'Ivoire est aussi valable pour les autres pays de la sous-région parce que nous avons des économies similaires et des cultures assez proches. Monsieur Bey, notre entretien arrive à son terme. Super. Comme on le dit, les bonnes choses ne durent jamais. Absolument. Alors, quel est votre mot de fin pour notre communauté? Alors, très sincèrement, je suis ravi de partager ce moment-là avec toute la communauté qui nous suit en ce moment. Merci à Novogeb et à toute son équipe de nous avoir donné cette opportunité-là d'interagir avec des praticiens, mais aussi avec des chercheurs d'emploi, de façon à ce que nous puissions développer ce type d'échange pour que nous puissions arriver à formaliser des choses parce que une seule personne ne détient pas la vérité. Chez moi, on dit, si vous voulez enlever une graine d'un mortier, vous ne pouvez pas le faire avec un seul doigt. Il faut que la main soit réunie pour pouvoir prendre la graine. Et si nous sommes justement dans des échanges de ce type, nous serons en mesure de trouver des solutions originales aux problématiques qui s'opposent à nous, que ce soit des problématiques RH ou des problématiques de management et autres. Voilà. Et moi, j'ai l'avantage d'être dans une entreprise où on ne reçoit pas des outils prêts à utiliser qui viennent des maisons mères et qui s'imposent ici. Nous avons cette capacité de développer des outils nous-mêmes, de les éprouver sur le terrain et de rectifier le tir. On voit que ce n'est pas possible. Et donc, j'ai été heureux de partager avec vous et je serai toujours disponible pour ce type d'échange. Et ce sera à l'honneur de Novogeb. Bien sûr, c'est tout à notre honneur et c'est avec aussi un immense plaisir que j'ai eu à mener cet entretien, cette interview avec M. Bey. Merci beaucoup, merci pour votre disponibilité, merci pour votre temps. Merci, chère communauté, d'avoir été présent
Alors, les webinaires carrière, c'est notre rendez-vous mensuel tous les derniers jeudis du mois. Nous recevons un directeur des ressources humaines, un entrepreneur ou bien un manager pour nous partager son expérience, tout cela dans le but de cultiver l'excellence, d'inspirer la réussite et de permettre que les talents en Afrique de l'Ouest puissent atteindre une autre dimension dans le but de pouvoir bonifier nos différentes organisations. Ça a été un réel plaisir. Fulbert Beyi Togba, merci. Merci bien. Ça a été un honneur et nous nous retrouvons, chère communauté, le mois prochain, dernière semaine de février, dernier jeudi du mois de février. Votre serviteur, Marius Irénée Zébi,